Aujourd'hui, on va parler affaires publiques, on va parler un peu relations gouvernementales, on va parler relations médias. Fait que on est à cheval sur plusieurs secteurs. C'est sûr que le volet communication et relations gouvernementales, mais vous allez voir, il va y avoir des impacts dans d'autres secteurs de ce qu'on fait en OBNL, puis ça va nous faire plaisir de pouvoir en discuter plus longuement avec vous. Et pour ce faire, je suis chanceux de recevoir trois experts et expertes. Je vais les présenter brièvement, puis après ça, je vais leur demander de peut-être prendre 2 minutes pour présenter ce qu'ils font et qui ils sont. Je vais commencer avec Martine Perrault, qui est la présidente de MAPé Stratégie Affaires publiques. Bonjour Martine. Il faut ouvrir vos micros toutes les trois, là, ça va Moi, être je plus facile. n'osais pas. Bonjour Ah, tout le ben là, t'es là, monde. t'es là. Bien là. Julien Acosta, qui est conseiller principal relations publiques chez C4 Communications. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Mathieu Lavallée, qui est associé chez Exponentiel, puis qui est aussi un de nos formateurs sur quelques sujets. Là. Entre autres, on parlait de relations publiques, relations gouvernementales tantôt. Bonjour Bonjour tout Mathieu. le monde. Mathieu, je vais commencer avec toi. Si tu veux te Bon, présenter, après ça, Julien puis Martine, on va y aller, on va faire le chemin inverse. pas de souci. Enchanté de vous rencontrer tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là ce matin. Ben oui, effectivement, vice-président et associé chez Exponentiel, c'est une agence de relations publiques basée à Montréal. Assez 360 en termes d'expertise, relations médias, relations gouvernementales, affaires publiques, médias sociaux, et on pourra en nommer d'autres. Je ne vous ferai pas la liste ce matin, on va se garder du temps pour le panel. Avec une expérience aussi en OBNL de d'autres façons, dans la mesure où ça fait bientôt 7 ans que je suis au conseil d'administration de Trajectoire Québec, qui est actif du côté du transport collectif partout au Québec. Puis il y a eu d'autres CA là, que j'ai eu l'occasion de faire auparavant également. Donc voilà. Et puis vraiment content de pouvoir faire ça avec Martine et Julien ce matin, là, que j'ai eu le bonheur de rencontrer là, à travers cette démarche-là. Donc voilà. Excellent, Mathieu. Julien, à ton tour. Oui, bonjour, Julien Acosta de C4 Communications. C4 Communications, aussi une agence qui est assez 360 là, dans son offre de service, travaille beaucoup avec des OBNL, pas que, mais le gros de nos clients là, sont des organisations à but non lucratif. Moi-même, avant d'être chez C4, parce que c'est quand même assez récent, là, j'étais dans une autre agence qui aussi travaillait essentiellement avec des OBNL, des fondations, etc. Avant ça, j'ai aussi une expérience en politique municipale, en politique fédérale aussi, puis dans le milieu des médias, au Conseil de presse du Québec, là, où j'ai été directeur des communications pendant 7 ans, je pense. Donc, ça me fait très plaisir aussi d'être avec vous aujourd'hui. J'ai très hâte de participer aux discussions, puis d'entendre les questions que vous aurez pour nous. Ça s'annonce prometteur. Excellent. Mathieu, peut-être t'as oublié de dire que tu as été journaliste longtemps. Puis je pense que dans le cadre de Oui. ce qu'on va traiter ce Oui. Mhm. matin, c'est un peu. J'ai deux anciennes vies, avocat de formation, puis effectivement journaliste pendant plusieurs années, là, jusqu'en 2012. Pour l'anecdote, là, une des dernières choses que j'ai couvertes, c'est le lendemain des élections du PQ, là, après l'attentat au Métropolis. Là, ça marque une carrière même quand c'est la fin. Là. Ouais. Effectivement. Oui. Martine, on termine avec toi. Oui, Martine Perrault, j'ai une entreprise qui s'appelle le MAPé Stratégie et Affaires publiques. On va bientôt fêter notre troisième anniversaire. De notre côté, on est plus spécialisé en relations gouvernementales, affaires publiques, communication stratégique. Peut-être que ce qui me distingue de mes deux collègues, c'est qu'on est en région. Donc, on est basé à Drummondville. Et de mon côté, je viens de Thetford. Donc, j'aime beaucoup les régions qui ont une particularité dans la façon de fonctionner, puis probablement qu'on va l'aborder aujourd'hui. Et dans mon ancienne vie, j'ai fait de la politique active au niveau provincial. Donc, on aura tous les niveaux, tous les côtés avec Mathieu et Julien. Donc, ça devrait être très intéressant ce matin. Excellent. Ben, bonjour à vous trois, heureux de vous avoir. Un petit peu de contexte là, avant qu'on parte avec les questions. Il y a certaines OBNL dont la mission centrale, c'est d'éduquer, d'influencer, de prévenir. Donc, on est dans certains cas, beaucoup plus dans des messages généraux comme mission que juste essayer de vendre des activités ou avoir des programmes et des services. Fait que ça amène certains types d'enjeux en communication. On se rend compte aussi que pour être capable d'aller chercher des dons, des partenaires, des bénévoles, des membres, il faut être capable de faire une présentation, une communication de notre mission. Puis je pense aussi au niveau du volet institutionnel. On a parlé du volet public, là, pardon, du volet politique, mais il faut le mettre au volet institutionnel au sens large, je pense aussi, là.
On va mettre là-dedans le fait que le paysage médiatique a énormément changé et il va être encore en bouleversement. On le voit avec l'intelligence artificielle, on le voit avec différentes choses, là. Ça n'a pas fini de bouger aussi. Et quand on regarde des organisations OBNL qui performent et qui sont remarquables, on voit dans leur succès que la communication, leur présentation, leur positionnement, leur relation avec les partenaires et les offices de gouvernement ont une importance. Fait que je pense que je veux aujourd'hui, mon objectif, c'est qu'un peu, on donne des idées, on permette d'orienter les gens pour suivre ce chemin-là des autres organisations importantes. Donc, si je regarde ce contexte-là, ça place la table pour ce matin. Vous allez voir, 1 heure, ça passe vite. Donc, on commence tout de suite. Affaires publiques, relations publiques, expertise médias, relations de presse. Là. Êtes-vous capable de me démêler ça un peu? Puis Julien, là, je commencerai avec toi. Oui, absolument. C'est effectivement des termes qu'on souvent on entend les gens là, les utiliser de manière presque interchangeable, alors que dans les faits, effectivement, là, il y a des nuances qui sont quand même importantes. Bon, les affaires publiques, c'est tout le domaine qui touche à l'influence des politiques publiques. Donc, les lois, les règlements, et nécessairement, ça touche les relations gouvernementales. Donc, ça implique tout ce qui touche aux relations avec les décideurs, pardon, le lobbying, mais aussi la sensibilisation. Il y a une portion de relations publiques nécessairement dans les affaires publiques. C'est écrit une lettre ouverte pour réclamer, par exemple, un changement, un meilleur financement de ci, de ça. Tu es en train de faire des affaires publiques, mais sur la place publique. Donc, il y a un volet, effectivement, qui peut se jouer publiquement. Il y en a un autre, nécessairement, qui se joue davantage privément. Donc, toutes les activités de lobbying, etc. Donc voilà, les relations publiques, c'est quand même pas mal plus large que les affaires publiques d'une certaine façon. Ça englobe donc toutes les actions qu'une organisation peut faire pour prendre soin de son image et de sa réputation auprès des différents publics. Donc ça inclut nécessairement les relations médias, les stratégies de contenu, la gestion de crise. Donc ça inclut toutes les communications nécessairement publiques, comme le terme le dit, qu'une organisation peut avoir. Parfois dans un dessin effectivement d'affaires publiques, d'autres fois absolument pas. Puis le troisième, c'était l'expertise média. Ben, ça, c'est encore plus restreint, là, disons, que les deux premiers. L'expertise média, c'est un peu la capacité qu'on développe à interagir avec des médias pour passer des messages. Donc ça implique, par exemple, la rédaction de communiqués de presse, des relations que tu peux avoir avec des journalistes, les formations que tu peux donner pour des dirigeants ou pour des porte-paroles pour qu'ils sachent mieux s'exprimer en public. Donc, finalement, c'est tout un ensemble de compétences qui aident dans les relations strictement avec les médias. Excellent. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Mathieu? Puis après ça, je vais aller à Martine. Ben, pas beaucoup, mais c'est ça, effectivement. C'est qu'en fait, moi, dans ma perspective, effectivement, mon relation publique englobe tout ce qu'il y a de communication stratégique, de relations d'influence ou relations stratégiques que tu entretiens euh, pour gérer ta réputation, pour gérer ton positionnement, pour aller chercher les influences, les impacts que tu vas aller chercher donc dans ton écosystème et dans ce grand parapluie-là, il va y avoir plein de spécialisations qui vont se placer, que ce soit relations gouvernementales, affaires publiques, oui, relations médias ou relations de presse de façon plus spécifique. Les communications numériques, médias sociaux, on va l'inclure là-dedans aussi, tout ce qui est prise de parole en public, les tribunes, les panels, etc. Donc, c'est vraiment, c'est un ensemble, c'est un tout. Mais effectivement, des fois, dans le vocable que les gens vont utiliser, des fois, il y a des choses qui s'interchangent, mais la base, c'est comment tu gères ton image, comment tu gères tes messages, comment tu entretiens l'influence et ta crédibilité aussi à travers ça là, dans ton Mhm. écosystème, là. Martine, as-tu quelque chose avant que je passe à la prochaine question? Puis je la commencerai avec toi, je pense. Ben, j'ai trouvé que la définition que Julien a donnée était très complète, donc je vois pas comment je peux être plus pertinente encore, là, c'était très bien dit. Ben, on va parler d'engagement. Je trouve que c'est essentiel qu'on soit bien capable de communiquer nos missions. Très souvent, on est porté sur une communication reliée à nos activités, nos programmes et nos services, puis on oublie le pourquoi on le fait. Fait que j'aimerais ça vous entendre sur les bases de la création d'un engagement plus global, c'est sûr, à l'extérieur aussi de notre écosystème, des gens qui nous connaissent bien, autour de notre mission puis autour de nos messages.
Donc, Martine, je commence avec toi. Oui, en fait, moi, je vais vous amener dans un angle de réflexion ce matin. Comme comme organisme à but non lucratif, puis je fais du pouce sur ce que Mathieu a dit tantôt. Je suis aussi sur différents CA, donc je connais bien votre réalité d'ailleurs pour en présider un. Euh, on a tous les mêmes objectifs, les mêmes buts. On veut que les gens nous connaissent, on veut que les gens s'engagent, on veut que les gens nous connaissent, donnent des dons, etc. Mais c'est important de se demander à la base, c'est quoi notre objectif? Puis quand on veut que les gens s'engagent, on veut qu'ils s'engagent à faire quoi ou pourquoi? Est-ce que notre objectif comme organisation en ce moment, c'est de développer notre positionnement, c'est de se faire connaître? Si je suis une organisation, par exemple, qui travaille en sécurité alimentaire, est-ce que j'ai besoin de dons? Est-ce que j'ai besoin d'argent? Est-ce que j'ai besoin de bénévoles? C'est quoi l'objectif derrière tout ça? Et pour moi, ça va vraiment déterminer quelles vont être les bonnes actions pour atteindre le résultat, pour engager les gens. Fait que moi, je vous invite, là, puis c'est un message qu'on va redire, Mathieu, Julien et moi, à plusieurs reprises, l'importance de planifier en amont toutes nos actions au niveau de l'influence, au niveau des affaires publiques, au niveau des relations publiques. C'est quoi nos objectifs? C'est quoi notre plan de match si on veut avoir des résultats concrets? Mathieu. Oui, c'est très clair, en tout cas, de la part de Martine. Sinon, une fois qu'on a fait cette étape-là de réflexion puis qu'on a bien identifié ses objectifs, je pense que l'autre étape qui vient assez rapidement après, c'est, oui, c'est au niveau des messages, mais surtout pour s'assurer de la simplicité et de la clarté des messages. Et là, je vais faire par exprès pour sortir un cliché, mais quand vous avez l'impression d'entendre une cassette, pour ceux d'entre nous qui savent c'est quoi une cassette, là, parce qu'il y a une question générationnelle rendue là aussi, mais honnêtement, en quelque part, c'est parce que le message a été bien cerné, bien encapsulé. Si vous entendez la cassette, il y a peut-être quelque chose d'un peu malhabile parce que c'est rendu trop répétitif, mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de s'assurer qu'on a un message qui est clair, qui est simple, qui est compréhensible, qui a de l'impact après ça. Et qu'on s'assure de le répéter, qu'il y a une certaine récurrence pour avoir cet impact-là. L'engagement, il vient de cette clarté-là dans le message, puis il vient du call to action qui va venir, je m'excuse pour l'anglicisme, mais il va venir du call to action qu'il y a aussi dans vos messages. Et dans comment vous allez être capable de le faire vivre avec authenticité. Donc, moi, je dirais que c'est l'étape qui vient après toute cette réflexion-là sur les objectifs-là. Julien, tu terminerais Ouais, ça comme cette ben, question-là. c'est un bon, justement, là, je voulais, c'est dans ce sens-là que je voulais aller. Tu sais, l'engagement, c'est quelque chose qui se construit quand même sur le long terme. Tu sais, ultimement, on veut amener, surtout quand on travaille dans des OBNL où on cherche des changements sociaux, à influencer, à éduquer, à sensibiliser à différentes questions, on veut amener des changements qui sont quand même assez profonds. Donc, tu sais, il faut toujours garder une perspective aussi qui est relativement long terme sur ces questions-là. Et donc, réfléchir finalement notre action comme étant, tu sais, on prend les gens par la main puis on les amène dans un parcours. Puis un parcours, tu sais, il y a le fameux entonnoir, là, tu sais, un tunnel d'engagement qui commence avec notoriété, considération, conversion, fidélisation. Mais donc, tu sais, il faut savoir que les gens, pour cheminer dans cet entonnoir-là, ça prend aussi du temps. Fait qu'il faut le réfléchir en étapes aussi. Fait que, tu sais, l'engagement, là, ultimement, là, c'est sûr que, tu sais, à partir du moment où les gens posent des gestes, justement, où il y a un call to action, à partir du moment où, tu sais, tu fais, je sais pas moi, un don, par exemple, ou tu deviens bénévole, ou etc., etc., il faut qu'il y ait une suite à ça. Tu sais, ça peut pas juste rester comme ça, lettre morte, puis c'est fini, merci d'avoir fait un don, puis bon, cette personne-là, elle peut devenir un ambassadeur, par exemple, pour l'organisation, pour la cause, elle peut aller partager des choses dans les médias sociaux, elle peut... Donc, tu sais, il faut toujours se rappeler, c'est ça que c'est un parcours. C'est pas, il y a une communication, puis ça finit là. On cherche toujours à amener les gens un peu plus loin dans ce parcours-là parce que, généralement, parce que les changements qu'on cherche à amener sont importants. Les changements de mentalité, les mentalités, c'est long à changer, toujours. On peut pas imaginer que les gens vont bouger comme ça. Des fois, c'est des horizons de 5 ans, de 10 ans, par exemple. Mais il faut commencer quelque part. Et donc, c'est ça. Cet engagement-là envers la mission, c'est quelque chose qui se construit et pas quelque chose qui s'obtient, pardon, en un claquement de doigts. Stéphane, est-ce que je peux réagir? Oh, oui, mais avant, Julien, il y a une Oui. question qui a été posée. Ton Mhm. entonnoir, là, Mhm. il y a des gens qui veulent le réentendre avant que Le Martine... réentendre.
Oui, Oui, bon, au des début, étapes. notoriété. Notoriété, savoir qui est l'organisation, qu'est-ce qu'elle fait, quelle est sa mission. Ensuite, la considération. Puis ça, cet entonnoir-là, là, juste parenthèse, là, c'est un truc qu'on utilise en marketing pour vendre des Ouais. produits, comme on peut l'utiliser pour vendre des idées aussi, hein. Généralement, quand on est dans une OBNL, on vend plus des idées que de la marchandise. Pas nécessairement, pas exclusivement, mais bon. Donc, notoriété, qu'on sache qui parle finalement. Considération, qu'on s'intéresse, donc généralement à cette mission-là, qu'on désire en savoir un peu plus. Donc, par exemple, ça peut être une visite sur un site web, par exemple. Ensuite, conversion. La conversion, c'est lorsque tu amènes une personne à poser un geste. Donc, cette conversion-là, elle peut changer. Ça peut être un don, ça peut être un partage, ça peut être d'une publication, ça peut être signer une pétition, ça peut être, bon, différentes choses comme ça. Donc, la conversion, c'est lorsque tu réussis à amener quelqu'un à faire quelque chose. Et la fidélisation, ben, c'est lorsque cette personne-là, tu sais, elle devient finalement un de tes ambassadeurs. Donc, elle a développé finalement avec ta marque, avec ton organisation, un lien émotionnel qui est suffisamment fort pour que cette personne-là, à son tour, puisse justement susciter ou créer autour d'elle de l'engagement envers la mission justement que tu portes. Merci. J'espère que ceux qui posent, vous étiez quatre à poser la question. Vas-y, Martine, je te laisse Euh, continuer. Premièrement, merci Julien parce que j'ai moi-même pris en note tes 4 étapes. Je trouve ça hyper intéressant. Je veux juste rebondir quand tu disais, Julien, ça prend du temps. Mhm, Peut-être que j'amènerais l'idée de gérer nos attentes. Puis je vous mhm, donne un cas que j'ai en ce moment. Bon, c'est un OBNL naissant qui vise un changement profond. Ça fait 1 an qu'on travaille, des gains importants d'un point de vue gouvernemental, belle présence médiatique. Puis là, on s'est dit, on va aller du côté réseaux sociaux pour engager monsieur, madame, tout le monde. Ça fait 1 mois et demi à peu près que la campagne est commencée. Puis la semaine passée, j'ai eu une rencontre, puis on s'est fait beaucoup de challenger parce que les gens trouvaient qu'il n'y avait pas beaucoup de résultats. Puis là, on a eu des discussions avec la firme, la personne de com, vraiment réseaux sociaux, puis elle me disait, tu sais, l'engagement, ça prend du temps, il faut être patient. Puis Mathieu l'a dit tantôt, ça prend de la constance, puis il faut répéter, puis s'engager, puis faire des actions, puis c'est important dans le temps, mais ça ne se construit pas en claquant des doigts, l'engagement. Fait que je voulais peut-être renforcer le message de Julien là-dessus. C'est un Oui, puis marathon. Puis même des fois, je prends l'image du feu de camp. Des fois, il faut prendre le temps de le partir, le monter, l'entretenir, son feu. C'est là qu'on rassemble les gens autour, qu'on a les vraies conversations. Mais c'est un processus, c'est long, là. Ça arrive que ouais, c'est puis long. on a tendance dans les OBNL à avoir une vision d'horizon de 12 mois. Tu sais, nos budgets sont sur 12 mois. On est rarement en train de faire des planifications médias ou des planifications budgétaires reliées aux communications sur 2 ans ou 3 ans, là. Fait que ça, c'est un gros problème parce que si on arrive à la fin du 12 mois et que les résultats ne sont pas là, on a tendance, oh, on va prendre l'argent pour en mettre ailleurs. On a tendance à ne pas être très persistant dans nos actions ouais. puis d'avoir des visions court terme à beaucoup de cas. Puis ça, c'est un défaut un peu de la structure des conseils d'administration, mais ça revient sur plusieurs aspects stratégiques, là. Mais d'ailleurs, on parle d'argent. Tu sais, je pense qu'il faut en parler parce que c'est l'éléphant dans la pièce, là. Beaucoup de gens ils disent qu'ils ont leur budget limité ou ils n'ont pas d'argent. Tu sais. Le nombre de fois où je vois que les budgets de communication sont à zéro ou pas loin du zéro. Tu sais. On développe un paquet de beaux programmes, on a plein de belles initiatives, mais on n'est pas capable d'en parler parce qu'on n'a pas les moyens. Euh, Puis là, je vais parler de miracle. À quel miracle? N'ayant pas de budget, parce qu'on va s'attendre à des miracles, les gestionnaires d'OBNL peuvent s'attendre. Martine, je commencerai avec toi. Oui, j'ai eu la discussion avec mes collègues hier, puis je donne le crédit à Mathieu là-dessus. Alors Mathieu, tu m'excuseras. Oui, Je pense qu'on voit beaucoup les communications comme une dépense, alors que c'est plutôt un investissement. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Arrêtez de dire, ah ben là, je dépense X, je vais avoir un résultat Y. C'est un investissement sur le long terme, puis on va revenir là-dessus. Puis moi, mon petit bout, puis je vais laisser les gars ajouter leur grain de sel, mais si vous aviez un investissement à faire, je vais revenir là-dessus, mais c'est dans la planification. C'est quoi vos objectifs? C'est quoi les bonnes actions à poser quand? Puis ensuite, il y a moyen, avec des plus petits budgets, de faire des petits miracles.
Mais je pense que la pire erreur, c'est d'avoir un budget comme global, de faire toutes sortes d'actions qui ne sont pas nécessairement réfléchies dans un plan, puis là, on n'obtient pas nécessairement les résultats. Mathieu, je vais te laisser parce que là, Martine est en train de perdre sa voix, là. Oui, ben, c'est correct, c'est beau. Puis en fait, ben, oui, donc, première étape, on réfléchit. Puis ensuite, je pense qu'il y a moyen puis je vais embarquer sur la priorisation, mais oui, effectivement, c'est un investissement, mais il y a des choses des fois qu'on peut faire par soi-même, quitte à aller chercher un petit peu de formation ou tout ça, puis qu'on s'outille. Mais je pense que l'étape qui vient après, c'est de prioriser, puis prioriser en fonction des ressources qui sont disponibles. Donc, que ce soit des ressources internes avec, avec les bras, les têtes qu'on a dans l'organisme même, puis de voir comment on peut nous-mêmes activer certaines choses, puis de prioriser les bonnes actions dans ce sens-là. Il peut déjà avoir, on peut déjà commencer à faire tourner la roue de cette façon-là. Mais c'est ça, planifier, prioriser les actions qui vont vous donner le plus d'impact, puis avoir cette récurrence-là ensuite. Par contre, en tout cas, moi, l'étiquette miracle m'énerve un peu, là, parce Ça que voulu, hein? il y a Mathieu, c'est tellement de voulu choses parce qu'on que peut, c'est ça, mais il y a tellement de choses qu'on peut pas garantir, puis il y a tellement quand on rentre dans l'écosystème des affaires publiques, des relations publiques, il y a tellement d'autres affaires qu'on contrôle pas autour. L'actualité, on la Mhm. contrôle pas. Ce que les autres organisations autour vont faire, on ne le contrôle pas. Les nouvelles qui sortent out of nowhere quand il y a des catastrophes. Donc, en tout cas, j'aime pas l'étiquette des miracles, mais c'est ça. Mais cette récurrence-là fait en sorte que là, c'est plus une question de miracle, c'est ça. On y met l'effort, on persévère et il y a quelque chose qui se bâtit autour de ça. c'est un peu la volonté du commentaire, puis je te reviens, Julien, là, de te dire que les miracles, c'est un peu les attentes du côté des organismes qu'en réalité, Mhm. c'est beaucoup plus une job de bras. Ça ne tombe pas du ciel, là. Il y a Exact. un volet de planification, il y a un volet de persistance, il y a un volet d'intelligence aussi, veut pas, d'un certain sens, là. Puis on a parlé pendant longtemps, ça dépendait. Maintenant, avant, c'était qui tu connaissais. Maintenant, c'est plus comment tu abordes les gens au sens large, là, si je me, tra- si je me fie aux discussions qu'on a eues préalablement, là. Fait que c'est un peu la gestion des attentes que je mettais là-dedans aussi en parlant de miracle. Puis je suis content que tu dises que tu ne sois pas à l'aise. Parce qu'on arrive avec cette pensée-là, dire, hey, j'engage quelqu'un de professionnel, OK, mais il va se passer tel genre de choses. Puis au bout de la ligne, les résultats sont des fois là, des fois ils ne sont pas là pour toutes sortes de raisons qui sont hors puis il faut le comprendre, ça. Donc ça, fait que la question, tu l'as bien ramené, Mathieu, là. Le miracle n'existe pas. Puis on va en aborder un tantôt, un miracle, puis je suis curieux de vous entendre par rapport à ça. Puis je te laisse finir, Julien, là. Ben, j'allais abonder dans le même sens. C'est-à-dire que c'est ça. Les miracles, tu sais, c'est comme un conseiller financier qui dit que tu vas devenir, tu vas avoir des rendements 30, 40, 50%, je veux dire, avec de la crypto, par exemple. Oui, oui, c'est possible. Il y en a des exemples où les gens s'enrichissent en faisant à peu près pas de travail. La vérité, là, c'est que la meilleure façon d'y parvenir, c'est quand même de mettre de l'argent de côté à tous les mois. Des fois, c'est comme plate comme réponse. Mais dans les faits, c'est ça. Il faut du travail patient, de la constance, effectivement de la récurrence, mais de la constance. C'est-à-dire, il ne faut pas partir justement dans tous les sens. Pour continuer sur l'analogie avec le monde financier, la pire chose que tu peux faire, c'est décider de vendre rapidement dès que le marché descend, te le garrocher. Tu sais, les gens qui font du day trade, là, qui cherchent à échanger à tous les jours puis à deviner c'est quoi la tendance du moment, tu sais, il y a des tonnes d'études qui montrent que finalement, ils réussissent jamais à performer mieux que les marchés avec des fonds indiciels un peu plates que tu investis là, je veux dire, ton CELI, puis t'attends. Tu sais. Bon, évidemment, dans les cas, je ne suis pas en train de dire qu'il faut attendre puis être passif, là, absolument pas. Mais ce qu'il faut faire, par contre, c'est faire un travail qui est sérieux. Puis, comme Martine disait, ça implique de la planification, ça implique de trouver c'est quoi sa voie aussi, tu sais, de trouver c'est quoi son positionnement, puis et d'y tenir, tu sais, de s'en tenir à ce plan-là, puis les résultats vont venir. L'authenticité aujourd'hui dans les médias sociaux, et pas juste dans les médias sociaux, j'ai envie de dire, dans la vie en général, c'est une valeur qui est de plus en plus célébrée, je pense, à laquelle les gens accordent de plus en plus d'importance. Tu sais, il vient d'y avoir une élection assez importante au sud de la frontière, là, si on permet une petite analyse politique à Saint-Saëns très rapide, mais le candidat qui a gagné, c'est celui qui était le plus authentique. Hein. Avec Donald Trump, what you get is what you see, tu sais, d'une certaine façon. Puis il était face à une adversaire qui, elle, était hyper scriptée. Et je pense que, en tout cas, je suis certain que c'est quelque chose qui a joué d'une certaine façon. Donc, cette authenticité-là, être soi-même et ne pas chercher justement à
sortir la balle du stade à chaque fois tu sais, en suivant la tendance du moment, ou c'est quelque chose auquel je crois profondément. Donc, le miracle, non. Tu sais, on ne peut pas l'espérer. Tu sais. De la même façon que tu ne peux pas espérer de gagner à la loterie pour devenir riche. Voilà. Ben, c'est un peu, tu sais, j'avais mis dans ma liste de questions, puis je vais y aborder parce que c'est un peu l'idée des miracles, là, tu sais. Puis je suis sûr que vous avez déjà entendu la commande de la part de certains organismes. Tu sais, comment créer du contenu viral à la Ice Bucket Challenge, là, tu sais, qu'on a tous, puis on dit, hey, moi, j'aimerais ça faire de prochaines vidéos qui va faire que ma mission va décoller, puis que tout le monde va être au courant que ma cause existe, là. On a vu ça décoller de manière mondiale, mais quand vous recevez cette demande-là, c'est quoi votre première réponse, Mathieu? Honnêtement, au point où on en est, et je pense qu'il ne faut pas essayer. On va le dire là, de base comme ça, je pense qu'il ne faut pas essayer parce que cette viralité-là, puis tu sais, puis je ne suis pas le plus, le plus ferrant numérique, mais cette viralité-là va d'abord et avant tout venir de l'authenticité. De ce de ce qu'on va sortir, de ce qu'on va publier. Euh, Puis ensuite, c'est parce qu'il il peut y avoir tellement d'angles morts potentiels quand on joue cette game-là, ça peut devenir facile d'en échapper une sans s'en rendre compte, puis il y a un angle mort qu'on n'a pas vu. Puis, donc, à la base, je pense que c'est ça, faut pas l'essayer, puis c'est authenticité d'abord et avant tout. Il y a pas de recette miracle, effectivement, de ce côté-là non plus, là. Martine? Ben, je reviendrai sur des concepts qu'on a abordés déjà à plusieurs Oui. reprises depuis les 30 dernières minutes. Euh, c'est quoi les objectifs? Tu sais, le Ice Bucket, c'était le fun au niveau de la notoriété. Les gens en ont beaucoup parlé pendant une période donnée. Il y a des sommes importantes qui ont été collectées. Maintenant, est-ce que les gens en parlent encore? Est-ce que les objectifs de l'organisation se poursuivent? Est-ce qu'il y a eu de la constance? Ça a été un coup, un truc viral, ça a été extraordinaire, mais je serais curieuse de savoir l'analyse que l'organisation en fait là, après quelques années, à savoir, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, ils ont réussi un coup de circuit, mais maintenant, ils en sont où? Puis comment ils font ensuite aussi pour gérer les attentes, notamment des membres de l'RCA? Quand tu as un gros coup comme ça, tu veux tout le temps, ça devient une espèce de drogue, mais c'est pas réaliste de penser que ça va arriver à toutes les fois. Fait que je serais curieuse de les entendre. Puis moi, je vous dirais en toute honnêteté, si vous faites affaire avec des gens qui vous disent que oui, 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 vous êtes le prochain, méfiez-vous. Aussi, oui, effectivement, effectivement. Je trouve ça intéressant. Nathalie amène un commentaire dans Tu parles de constance, mais aussi une réputation. C'est en termes de perte de réputation, on a vécu dans les OBNL, puis on vit à toutes les semaines des crises de toutes les sortes. Puis souvent, il y a des crises parallèles, là, tu sais. Je vais prendre l'exemple du basketball dans le milieu scolaire. Le gouvernement est monté jusqu'à la fédération, qui est un OBNL, puis pourtant, le milieu scolaire, dans le sport, on a eu, dans la culture, on a eu des problèmes, des scandales, on en a dans le développement économique, on a eu en agriculture. Il y a à peu près tous les secteurs qui sont présents aujourd'hui ont eu à un moment donné des OBNL qui ont souffert de ce volet-là. Comment, euh, comment on se conserve quand ça arrive, Julien? Excusez, je suis en train d'essayer de gérer mon. Ah, je pense que j'ai réussi. J'avais un C'est pas gros pire. flair. Ouais, ouais, Comme, t'es correct, là. j'ai pas de rideau dans mon bureau, excusez. Donc, excusez. Donc, la question, comment est-ce qu'on se conserve dans ce genre de situation-là? Ouais, aussi, mais faire attention. Tu sais, il y a rien. Moi, j'aime le terme, rien n'est acquis en termes de réputation puis en termes de positionnement, là. Ah non, tout peut prendre le camp en un instant, ça c'est certain. Donc bon, je veux dire, c'est une réponse peut-être un peu plate là, que je vais donner, là, puis peut-être un peu évidente, mais il faut avoir un plan de gestion de crise. C'est-à-dire que c'est pas quand la crise se produit qu'on devrait ébaucher le plan de gestion de crise, même si évidemment, tu sais, lorsqu'elle arrive, euh, il faut élaborer
une réflexion stratégique pour répondre précisément à la crise qui est en train de se produire. Mais cela étant dit, c'est qu'il faut y avoir une préparation en amont. Il faut identifier les risques potentiels, par exemple, de crise. Il faut savoir ça va être quoi les solutions pour les mitiguer. Il faut savoir c'est quoi le chain of command, excusez l'anglicisme en cas de crise. Il faut savoir c'est qui va être dans la cellule de crise, qui va être mis au courant, etc., etc. Tout ça parce que, justement, une crise, quand ça se développe très souvent, ben, time is of Ça va essence. vite. Mon Dieu, je parle trop anglais. Mais le timing est important. Donc, il faut réagir très rapidement. Mais donc, lorsqu'on est mis sous pression et qu'il faut réagir rapidement, c'est là qu'on fait souvent des erreurs. Donc, si on a fait cette réflexion-là en amont, calmement, posément, ben, c'est sûr qu'on va prendre une grande respiration, dire, OK, on va regarder c'est quoi le plan, puis qu'est-ce que notre plan dit, comment est-ce qu'on a envisagé la chose lorsqu'on était calme et posé et pas sous le stress du moment, finalement. Donc, je pense que c'est la première étape, c'est la préparation, encore une fois. Encore une fois, c'est intéressant. Ben oui, c'est un thème Euh, récurrent, dans- mais oui. Ouais. D'entrée de jeu, tantôt, vous avez parlé de relations gouvernementales. Moi, une question que je me pose souvent, c'est on a souvent le réflexe de vouloir utiliser les médias pour mettre de la pression sur les politiciens ou même juste pour s'adresser à eux. Est-ce que c'est la bonne méthode? Martine, je te laisserai commencer. C'est ma Ça, je vais à question Mathieu. préférée. En fait, ça dépend. Ça dépend vraiment. Puis je vais vous donner un exemple pratique là, plutôt qu'aller dans la théorie. J'ai une organisation qui est un OBNL qui donne une certaine forme de soins de santé. Et là, il y a un bris de service en raison du CIUS. Bref, il y a une ressource qu'ils ne peuvent pas avoir. Et là, je reçois un appel, puis là, c'est comme, on veut dénoncer la situation, ça n'a aucun bon sens, faut, tu sais, l'organisation est en péril, etc. Puis là, on tombe en gestion de crise. Alors, bref, je fais du pouce important de se préparer dans un cas comme celui-là parce que c'était un risque qui était prévisible à mon sens. Mais la première question que je leur ai posée, c'est OK, mais avant d'aller publiquement, est-ce que vous en avez parlé directement au CIUS, à votre personne contact, à votre organisateur communautaire? En avez-vous parlé à vos élus? En avez-vous parlé au cabinet? Est-ce qu'il y a une première tournée des parties prenantes? Est-ce que les gens sont avisés? Puis la réponse dans ce cas-là, c'était non. Alors, mon conseil, c'était de dire, commencez par aviser les gens concernés, puis ensuite, selon les réponses que vous aurez, que vous obtiendrez, allez dans les médias, ce sera cohérent. J'en ai vu le même dans les 2 dernières semaines. Des gens, bon, ils veulent rebondir sur l'actualité, c'est important, il y a une opportunité de s'inscrire, font une sortie, mais je vais utiliser mon langage, les fils n'étaient pas bien attachés. Il y a beaucoup de gens après qui se sont frustrés, le téléphone a sonné, mais pourquoi vous ne nous avez pas appelés? On aurait trouvé des solutions. Puis du moment où les gens se sentent éclaboussés, ça leur tente toujours un petit peu moins de collaborer. Des fois, c'est nécessaire, mais à mon sens, toujours regarder en fait, la gestion des risques et la gestion des relations. Puis je vais faire une petite parenthèse, Stéphane, si tu me le permets. Dans le terme, tu sais, on a parlé au niveau des affaires publiques, deux grandes sphères, si je paraphrase Julien, les relations gouvernementales, les relations publiques. Le mot qui est commun, c'est les relations. N'oubliez pas, ce sont des humains et les relations, c'est fragile. Ça se tisse à long terme dans la constance, la cohérence et l'authenticité. Mais en un claquement de doigts, comme une réputation, ça peut se briser puis avoir des impacts importants pour la suite des choses. Ouais, on oublie souvent ce volet-là, hein. Tu sais, on pense que les politiciens sont inaccessibles quand en réalité, un peu de travail, on est capable d'avoir des contacts puis d'être capable de, au niveau local en tout cas, là, ne serait-ce qu'au niveau municipal puis au niveau des députés locaux, il y a un travail qui peut se faire puis c'est un travail humain dans bien des cas, bien avant celui des communications, des articles, des communiqués de presse, etc. Là. Le travail, il y a un fondement de terrain à faire puis je suis content que tu en parles, Martine, parce que à Montréal et à Québec, on l'oublie peut-être un peu, mais quand on arrive en région, l'accessibilité des gens, les proches, puis ça m'amène à une autre question, je vais revenir tantôt, des fois trop proches. On va parler de décorum, là, mais je suis curieux d'entendre nos deux autres collègues sur cette idée-là là, de l'utilisation des médias pour mettre de la pression ou d'essayer de passer des messages. Là. Mathieu, je te Ouais. sens sur le bout de la chaise pour répondre. Là. Oui, c'est parce qu'il y a différents cas de figure, mais effectivement, je pense qu'il y a une gradation à respecter pour maintenir ces relations. Il va y en avoir des situations où on doit sortir publiquement pour créer une pression politique
ou créer un motif politique qui va faire en sorte que, en fait, ou qu'à l'inverse, c'est que si on ne crée pas cette pression-là, justement, les décideurs n'auront pas ce motif, cette pression politique-là d'agir. Donc, il y a des cas de figure comme ceux-là, mais idéalement, il y a une gradation qu'on a suivie avant ça. Comme des fois, il y a des cas de figure où, dans le fond, le fait de sortir publiquement ou d'aller en relations médias, en médias sociaux ou autre chose, va servir à préparer ce qu'on appelle des fois dans le jargon la piste d'atterrissage. Parce qu'on sait qu'il y a des perceptions à gérer, tout ça est là pour qu'on sait que nos décideurs s'en vont vers une décision, mais on a besoin de travailler le terrain pour que ça atterrisse plus en douceur que si on n'avait pas travaillé le terrain. Donc, il y a différents cas de figure, mais effectivement, normalement, il y a une gradation à respecter parce que, puis le facteur humain, il est vraiment à soulever là-dedans, tranche de vie. Ben, puis deux observations par rapport à ça, parce que j'ai un ancien collègue qui était le fils d'une élue municipale en région et qui m'avait raconté à un moment donné tout de go, écoute, à une certaine époque, on soupait dans le sous-sol, là, quand ma mère était au conseil municipal. Tu sais, c'est ce niveau effectivement, des fois, il peut y avoir trop de proximité et on peut manquer de décorum, on peut manquer de professionnalisme dans ces approches-là. Donc, effectivement, des fois, il faut se garder une petite gêne. Puis, je vais l'illustrer autrement parce que, tu sais, on parle du facteur humain. Puis, l'année dernière, là, dans l'Infoman, les politiciens, là, ils se sont fait donner un break. C'était après que Valérie Plante ait presque perdu connaissance dans un point de presse. Ils étaient plusieurs autres politiciens à avoir vraiment eu des années difficiles et on l'a senti, puis ça a été rapporté après dans les médias. Ils se sont fait donner un break qui était effectivement mérité, je pense, pour le bilan de l'année 2023. C'est des humains de l'autre bord, il ne faut pas l'oublier. Vite, vite, je reviens en arrière. Gestion de crise, statistique intéressante. C'est le Reputation Institute, je pense, qui avait sorti cette statistique-là. Chaque organisation, pardon, a une chance sur cinq de vivre une crise à l'intérieur d'un cycle de 5 ans. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Puis une part de la préparation, oui, qui vient du guide de gestion de crise pour avoir ces processus, mais qui vient de tout ce que vous avez fait avant la crise. Si vous avez agi comme du monde, si vous avez pris vos décisions selon vos valeurs, etc., il y a une grosse préparation qui vient de là et qui va faire en sorte que vous partez d'une bonne réputation lorsque la crise éclate. Mais excusez, je suis revenu en arrière, mais Non, je c'est correct, Mathieu, parce que tu me fais allumer sur une mise en garde que moi, je vais faire avant d'aller à la prochaine question. Avant qu'on reparle du professionnalisme, puis Julien, je vais vouloir t'entendre là-dessus. Euh, pour la majorité d'entre vous, mes amis, les gestionnaires et les dirigeants d'OBNL, vous arrivez tout le temps d'un milieu où les relations gouvernementales, c'était peut-être absent ou c'était mince. Dans votre quotidien, c'est une des différences marquées entre le milieu des OBNL puis le milieu de la PME ou même d'autres types de milieux là, où on travaille habituellement, surtout la PME et l'industrie privée, là, on ne fait pas affaire avec les gouvernements. Puis quand on arrive dans le milieu des OBNL, que ce soit au niveau de la réglementation, au niveau du financement, au niveau des partenariats ou de l'accessibilité à certains biens, produits, services qu'on veut avoir, ben là, il faut faire affaire avec la bébite gouvernementale. Ton niveau, oui, on parle des élus, Mathieu, tu parles des élus, là, mais je pense que c'est important aussi de ramener sur la table la relation avec les hauts fonctionnaires, surtout au niveau municipal, parce que c'est le premier palier là, de soutien, puis le niveau régional aussi. Là. Puis il y a un gros apprentissage de la part de tout le monde à faire sur comment ça fonctionne, comment on établit des relations, comment on les entretient, puis à quel point vos réseaux de contacts personnels vont prendre une importance, puis vos capacités aussi de bâtir ce réseau de contacts-là avec, oui, les élus, mais aussi les fonctionnaires, d'avoir ces relations-là, vont être capables de vous permettre de faire progresser votre organisation. Fait que ça vient aussi à un niveau, on parle d'humain, là, mais des deux bords, là, je vais juste le ramener parce que les DG que je rencontre au quotidien oublient dans bien des cas, dans tout ce qu'ils ont à faire, que c'est eux autres qui ont la clé du succès pour plusieurs éléments, comment ils vont entretenir les relations avec leurs fonctionnaires, avec leurs élus aussi. Fait que je tenais à faire. Puis d'ailleurs, là, on va parler de décorum, là, tu sais, le professionnalisme, pardon, et le décorum, ben, il est important. Puis, Julien, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Là. Dans quel contexte, excuse-moi, je suis pas certain Ben, encore dans la relation gouvernementale, à moins Dans les que relations quelqu'un gouvernementales, d'autre ouais. veut faire du chemin là-dessus. Là. Euh, J'ai Ben, pris un peu de temps je avec sais pas si mon. je sais pas si j'ai grand-chose à ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit. Effectivement, ce sont des relations humaines. Puis si je ramène ça, disons, à la question initiale, à savoir, tu sais, est-ce qu'on devrait utiliser les médias toujours pour mettre de la pression?
ben, il faut se rappeler que tu sais, ce qui est dans les médias, ça reste nécessairement. Donc, c'est quelque chose tu sais, que tu ne peux pas retirer une fois que c'est sorti. Donc, c'est sûr que si par exemple, une organisation s'emporte un peu, décide de lancer des accusations qui sont lourdes d'immobilisme, de ci, de gouvernement est borgné, bon, etc., etc., ben, je veux dire, ultimement, c'est ça pour les relations humaines qui vont suivre, disons que c'est pas exactement gagnant. Parfois, c'est nécessaire de le faire. Puis je voulais juste ajouter tout à l'heure par rapport à la réponse de Mathieu. Tu sais, je pense qu'il faut aussi évaluer où en est la population avant de sortir dans les médias, avant d'utiliser les médias. Parce que c'est ça, une sortie dans les médias peut avoir différents objectifs, puis à la rigueur, on peut revenir à l'entonnoir. Tu sais, peut-être que l'enjeu sur lequel tu travailles, par exemple, je ne sais pas moi, l'élargissement de la consigne. Peut-être que, disons, il y a 10-15 ans, on en entendait peu parler ou à peu près pas. Ben, tu sais, on était encore au stade de la notoriété de l'enjeu. Tu sais, donc, à ce moment-là, tu sais, la lettre ouverte que tu sors dans les médias, ben, c'est peut-être pas nécessairement pour dire ben, qu'attend le gouvernement pour tu sais, élargir la consigne. Non, il faut que tu défendes le principe de la consigne. Pourquoi c'est important? Donc, on était dans la sensibilisation initialement. Tu sais, puis bon, par la suite, tu sais, oui, ça peut être très, très efficace. Puis, l'utilisation des médias, mais avec un objectif clair. Puis l'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que tu sais, on entend beaucoup ces dernières années la perte d'influence des médias traditionnels. Euh, il reste des agenda setters. J'utilise trop d'expressions en anglais, celle-là n'est pas traduisible, je pense. Mais les médias dictent l'agenda public à bien des égards. Tu sais, il suffit de regarder, par exemple, la question de l'école Bedford, ou enfin, puis même ce matin, là, il y en a une nouvelle. Donc, tu sais, cette question-là, si ce n'était pas du fait qu'il y a certaines personnes qui sont allées voir des médias pour faire éclater cette question-là, elle n'aurait pas occupé l'espace public et les discussions politiques aussi longtemps. Combien de questions sont posées à l'Assemblée nationale suite à un reportage, suite à une chronique, suite à... il continue énormément à jouer ce rôle-là de structurer les débats publics. On le voit. Donc, il faut en tenir compte puis s'en rappeler, mais avec doigté, puis en ayant un objectif clair en tête. Bon, je pense que dernièrement, on a eu deux cas assez flagrants. Celui des écoles privées. Donc, les écoles privées qui ont le statut d'organisme de bienfaisance, ça a Ouais. fait une série de reportages assez de l'avant. Puis après ça, il y a eu, au niveau plus national, il y a eu des discussions autour des salaires des PDG de certaines fondations. Puis le fameux débat des ratios là, entre les frais administratifs puis les frais ordonnés au service, là. Mais ça, c'est des débats qui reviennent régulièrement dans les médias et on dirait que c'est payant médiatiquement parlant de payer de montants de plus que 6 chiffres pour des individus, qu'en réalité, il y a plusieurs fondements autour de ça qu'il faut peut-être adresser d'une manière plus large, là. Puis, je suis curieux, un petit peu de vous entendre par rapport parce qu'il y a quelque chose de super intéressant dans ce que vous venez de dire, puis il me fait allumer une question que je n'avais pas programmée, mais que je veux qu'on mette de l'avant. Euh, on a des fois des conseils d'administration qui mettent de l'avant certaines positions. Puis après ça, on se retrouve avec des DG qui ne sont pas nécessairement d'accord, mais qui doivent assumer la position de leur conseil d'administration, qui doivent le défendre, puis qui vont se faire attaquer personnellement. Comment l'individu se prépare là-dedans? Parce que je l'ai vécu, là, puis je pourrais vous parler. On sera en privé, là, je vous parlerai d'un paquet d'exemples de DG là, qui ont fait des burn-out ou par rapport à des positions que le conseil d'administration a pris publiquement, puis certaines choses qui sont sorties dans les médias, puis il a fallu que les individus. Ça a été difficile, là. Puis Mathieu, je te vois songeur. Martine, Ouais. c'est une bonne question, hein? Je le Mhm. sais. Puis Parce on est à mi-chemin, entre les affaires publiques, la gestion de la réputation, puis des questions de gouvernance aussi là, à travers ça, là. mais ça, Euh, on s'entend, Mathieu, c'est de plus en plus intimement relié. Ah, d'accord. L'absence de processus de gouvernance va souvent créer les crises et l'absence aussi d'une relation saine entre la direction et le conseil d'administration va créer des problèmes de communication aussi. Un non-alignement des messages va créer des problèmes. Fait que je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire dans le sens où il y a une grosse partie d'enjeu de communication qui n'est pas juste un enjeu d'exécution,
dans l'enjeu de réflexion, appartient à la gouvernance aussi au niveau stratégique. Alors, vous avez parlé de risques tantôt. La gestion des risques est une responsabilité du conseil d'administration, on s'entend, là. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans les affaires publiques là, qui sont une double composition puis qui appartiennent à la gouvernance, là, au-delà, dans le fonctionnement interne de nos BNL. Là. Puis ça, moi, je l'adresse au quotidien dans ce que je fais en termes de formateur en gouvernance. Là. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis là, le rôle de la gouvernance dans les affaires publiques et dans les affaires gouvernementales aussi. J'ajouterais Oui. peut-être un élément. Tu sais, tantôt, on en a parlé. Il y a beaucoup d'administrateurs, par exemple, ou de présidents qui trouvent ça le fun quand on est dans les médias parce que c'est très concret, c'est visible par rapport à des relations gouvernementales qui souvent, c'est de l'intangible, ça se fait dans les couloirs. Oui, des fois, il y a des rencontres officielles, mais en affaires publiques puis en relations gouvernementales, c'est souvent autour d'un verre dans un bar à quelque part. Ce n'est pas un mythe, malheureusement. Il y a beaucoup de choses qui se règlent encore comme ça. Mais quand on est en relation gouvernementale, ça paraît moins, mais on est en contrôle du message. Du moment où on va dans les médias, oui, c'est vraiment intéressant parce que la portée, elle est très large, mais on ne contrôle pas tout le temps le message. Parce que des fois, le Non, c'est ça. journaliste a des intérêts, des fois, ça allume d'autres journalistes sur d'autres éléments. Là, si notre porte-parole n'est pas alignée, puis tu sais, comme organisation, qui parle? Est-ce que c'est le DG ou le président et la présidente? Tout ça, ça doit être penser en amont sur quel message. Je vais retaper sur mon clou encore une fois. Préparation. J'accompagnais un organisme la semaine passée, puis c'était intéressant parce qu'on a tout fait la cartographie des parties prenantes en amont. On a identifié les dossiers potentiellement médiatiques en fonction de leur objectif, puis on a déjà préparé nos lignes de com. Fait que du moment où le téléphone sonne sur un enjeu X, il y a un minimum de présentation, de préparation, pardon, qui est fait. La personne qui va prendre la parole est identifiée. Puis là, il reste juste à fignoler. C'est un luxe que vous n'avez peut-être pas tout le temps, ni en termes de budget, ni en termes de temps, mais je vous invite quand même à le faire parce que ça devient payant à long terme. Non, puis c'est au-delà du temps et de l'argent, Martine, ça doit devenir une priorité parce que Absolument. tu sais, on parle de gouvernance, puis excusez Mathieu, tu as mis le doigt sur un Non, gros vas-y. défaut, là, puis tu sais, à quel point on passe du temps à questionner les dépenses puis la couleur des murs par rapport à ces enjeux-là qui sont vraiment importants, là. Puis ça, je pense que s'il y a des gens qui appartiennent à des conseils d'administration, c'est important, un peu important de se ramener vers le centre de c'est quoi notre valeur ajoutée en tant que conseil d'administration, et à la fois dans la prise de position, mais à la fois la gestion des risques et aussi l'identification des parties prenantes. Puis ça, c'est un nouveau concept en OBNL, là, juste pour être clair aussi, la vision partie prenante. Donc, sortir d'une vision pour nos membres, nos clients, nos bénéficiaires, puis aller vers une vision plus globale, c'est relativement récent là, en gouvernance. Là. Puis, Et au-delà ouais, des Mathieu? questions de gouvernance, puis là, parce que j'allume sur un point, mais tu sais, indépendamment des questions de gouvernance, c'est sûr que faut qu'il y ait des choses, il y a un minimum de choses sur lesquelles il doit absolument y avoir une clarté entre les principaux. Je ne vais pas minimiser le rôle de certains membres du CA, mais tu sais, c'est sûr que veut pas, tu as souvent un corps plus influent, plus engagé, entre autres, souvent la présidence ou les quelques exécutifs qui y a autour, puis oui, la direction générale de la permanence. Mais il faut qu'il y ait un minimum au-delà de la planification puis de la vision là, sur les objectifs, tout ça, il faut qu'il y ait un minimum de coordination sur qui est porte-parole, qui est habilité à prendre parole au nom de l'organisation. C'est quoi les messages, c'est quoi les positions, tout ça. Et s'il n'y a pas de clarté là-dessus, ben vous êtes peut-être aussi bien de ne pas sortir, peu importe que ce soit médiatique ou pas médiatique. Peut-être qu'en ce moment, tant que cette clarté-là n'est pas là, que le silence ou l'abstinence est préférable à court terme, le temps qu'on développe cette clarté-là. Cas de figure, là, chez Trajectoire, en tout cas, j'avais, moi, comme président, la chance d'avoir une direction générale qui était très, très, très solide à cet égard-là, qui était très autonome. Nos positions étaient claires, tout ça. Si ça remontait au CA, c'est parce qu'il fallait qu'on revoie les positions ou c'est parce qu'il y avait un flou. Bon, tu sais, mais une fois qu'on s'était aligné, c'était clair. Moi, je n'étais pas le porte-parole d'ATIT. La direction générale prend le lead là-dessus. Donc, on avait cette clarté-là. On pouvait échanger régulièrement pour être sûr qu'on était alignés. Mais c'est ça, là. Le rendu là, c'est plus juste il y a la planification puis il y a la coordination pour que ça soit bien exécuté après, là. Julien, tu voulais rajouter quelque chose?
J'allais ressortir un mot-clé là, qui est sorti à quelques reprises pendant la discussion. L'authenticité du porte-parole, c'est un élément effectivement qui est extrêmement important. Je pense que c'est quelque chose qui se sent très rapidement, des lignes de communication qui sont recrachées sans grande conviction. On a tous déjà vu des politiciens rentrer ou sortir du caucus en répétant machinalement les mêmes lignes. Ça passe pas très bien un message lorsque ça semble justement être trop scripté. Donc, j'ai envie de dire comme Mathieu que si tant qu'il n'y a pas une adhésion à l'interne qui est réelle, c'est peut-être mieux de se garder de faire des faux pas finalement, puis de régler ces questions-là, là, d'avoir cette clarté-là avant de faire. Je vais ramener de l'avant le commentaire de Karine. Karine Beauchamp dit qu'elle a été DG d'OBNL, DG municipal, puis elle a été dans un bureau fédéral. Puis elle ramène un peu un message qui est important dont on a parlé, c'est le fait que tout le monde est humain, puis les gens sont des fois plus accessibles qu'on pense. Puis rappelez-vous aussi de la théorie des degrés de séparation, là. Tu sais, quand on parle d'accessibilité, des fois, on pense que les gens sont très loin, qu'en réalité, par contact interposé, c'est plus facile de leur parler. Écoutez, on arrive à la fin. J'ai une dernière Peux-tu faire question pour vous. une petite Oui, parenthèse, Stéphane, vite fait, là-dessus? Martine. Ouais. En lien avec ce que Karine dit et les médias, moi, dans mes bonnes pratiques, bon, établir le lien quand on n'est pas en crise, c'est une excellente pratique. Donc, comme il est marqué dans le message, d'aller présenter notre organisation en amont, nos enjeux, comme ça, quand il arrive quelque chose, les intervenants nous connaissent déjà. Et quand vous devez sortir dans les médias, parce que des fois, c'est nécessaire dans la gradation dont Mathieu parlait, transparence, ça fait aussi partie. Un petit coup de fil en disant, écoutez, on a discuté de l'enjeu, on sait qu'on n'est pas en accord. On prévoit un point de presse demain là-dessus. Je vous avise. Comme ça, comme conseiller politique, tu as le temps de te préparer. C'est tellement apprécié, puis ça ne brise pas la relation. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais on Ouais, peut-tu te c'est le ça. dire? Alors, c'était ma petite Oui. parenthèse. Très bon Euh, point. On va finir avec, si vous aviez un conseil à donner débuter, je suis resté dans le politique, là, débuter une campagne de relations publiques, ça serait quoi? Je vais commencer avec Mathieu, après Martine, puis je vais finir avec Julien. Mathieu. On avait, on s'en est parlé un peu hier, on avait chacun nos mots-clés. Fait que là, ils n'arriveront pas dans le bon sens, mais je vais garder le mien pareil. Ah, moi, j'ai pas de problème Moi, avec ça. Je vais changer ça. j'y vais. Non, mais c'est correct, c'est beau, c'est assumé. Moi, j'y vais sur la pertinence. Parce que, peut-être que je vais faire plaisir un peu à Julien. D'habitude, c'est moi qui échappe j'ai grandi aux States, j'ai tellement travaillé en anglais. Tu sais. There's a lot of noise out there. OK? Ouais. Il y a beaucoup de bruit. Euh, Fait que la pertinence à travers ça, c'est avec ça que vous allez vous démarquer. Ouais, voilà. Mais sinon, les deux autres sont aussi importants, là. Ben, moi, je vous surprendrai pas. Planifier, planifier, planifier. C'est quoi les objectifs? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? D'avoir une vision moyen-long terme, pour moi, c'est la clé. Julien. Bon, moi j'avais un adage en anglais, je vais essayer de le traduire. Plantez-vous souvent, mais plantez-vous rapidement. En anglais, fail fast, fail often, fail Tellement fast. en face. L'idée, tu sais, pas besoin, surtout quand on est un OBNL, on n'a pas nécessairement tu sais, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de dollars à mettre sur des campagnes de communication. Cela étant dit, il y a des moyens de communication à faible coût qui sont à la portée de tous, notamment les médias sociaux. Et les médias sociaux, c'est un terrain de jeu qui est quand même assez intéressant pour tester des choses, hein. On peut tester des messages, voir, tu sais, prendre publicité avec un message en particulier, tu la fais rouler en mettant 50 pièces, 100 pièces. C'est pas énorme, mais ça te permet de voir après ça, OK, est-ce que ce message-là, il passe bien? Auprès de quel public il passe bien? Tu vas regarder les statistiques, etc., etc. Puis si ça ne marche pas, tu la désactives, puis tu vas avoir perdu peut-être 30 si ton budget n'aura pas été utilisé au complet, peut-être 100 si c'est. Mais c'est pas grave si tu t'es planté. Ce qui est important, c'est. Puis là, après ça, évidemment, quand tu te lances dans des campagnes de un peu plus grande envergure, disons, ça peut être important évidemment, voyons, de tirer la plug plus rapidement pour pas qu'il y ait des pertes, mais
il faut savoir évaluer puis se réajuster. Je pense que c'est le plus important et ne pas avoir peur de se planter. Évidemment, ça ne dispense pas de la nécessité de réfléchir. Hein? Et c'est pas, tu sais, et ça reste quand même. Puis même si tu as juste mis 50 mais c'est quand même bien des gens qui auront vu ta publicité. Tu peux rejoindre des centaines, des milliers de personnes avec ce genre de budget-là. Mais ce qui est important, c'est ça. La, 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 L'évaluation, c'est souvent l'aspect que les gens négligent le plus, l'évaluation, le post-mortem d'une campagne. Puis je pense que c'est un élément central pour continuer à avancer. Merci à vous trois. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que c'est complexe. Puis c'est un peu des raisons pourquoi on a différentes formations dans notre programme Radio Communication, Radio aux Affaires publiques, parce que vous êtes pas mal tous les amis gestionnaires, des gens hyper polyvalents qui devaient faire 800 choses plus 801. Donc la communication, mais la communication est tellement essentielle sur le restant de ce que vous faites, que ce soit de l'embauche, de la mobilisation, etc. Je pense que c'est important de mettre l'emphase sur l'amélioration de vos compétences. Puis c'est un petit peu là-dessus que nous, on travaille au quotidien à développer des programmes, des outils aussi pour vous aider à ce niveau-là. Encore merci à vous trois. Je souhaite une bonne fin de journée à tout le monde, de joyeuses fêtes. Profitez de vos familles, profitez de la période de repos, on ne le dit pas assez. 2025 va être rempli de défis, va être rempli de messages à passer aussi. Fait que je vais donc vous souhaiter une bonne fin de journée et j'ai bien hâte de vous revoir à la prochaine fois. Bye bye.